Notre dossier est consacré aujourd'hui au retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il n'y a qu'une langue qui écrive le mot « je » en majuscule, c'est l'anglais. Forte de cet esprit égocentrique et contre toute attente, la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cela fait un an maintenant que, par référendum, la majorité des Britanniques s'est prononcée en faveur du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais qu'on ne s'imagine pas l'affaire réglée une fois la décision prise. Il s'agit ici de l'Union européenne. On ne la quitte pas sans respecter certaines règles. Conformément à l'article 50 du contrat de l'Union européenne, on négocie actuellement les termes du retrait. Et pour éviter que ne s'installe une confusion durable, on discute parallèlement de la nature des futures relations. Tout cela devrait durer des années. Essayons d'anticiper. Quel est l'avenir de l'Europe sans les Anglais? Avons-nous vraiment besoin d'eux? Au cours des 50 prochaines minutes, nous allons tenter d'analyser les principales conséquences politiques et économiques d'une telle situation. Mais tout d'abord, un bref retour en arrière. Comment en est-on arrivé là? Tout de suite, la sortie de la Grande-Bretagne ou le récit d'une séparation en 3 actes. C'est une histoire de divorce classique. Depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, il revit. Et ça se fête. À vrai dire, il n'a jamais vraiment été heureux avec elle. Plus elle s'accrochait à lui, plus il rêvait de liberté. Et ce qui devait arriver, arriva. Premier acte, la prise de distance. Décembre 2011. Lors du sommet européen de Bruxelles, le Premier ministre britannique David Cameron refuse de signer le pacte budgétaire. Ses collègues européens sont furieux. Mais pour satisfaire l'opinion publique dans son pays, il assume sa décision. Il veut être réélu et pour l'heure, on lui reproche surtout son manque de fermeté. He can't convince European leaders. He can't even convince his own backbenchers. He is weak abroad. He is weak at home. Le veto de David Cameron enflamme les esprits. Les Britanniques se trouvent confortés dans leur aversion pour toute ingérence extérieure. Le continent n'a qu'à résoudre ses problèmes tout seul. Cela tient en partie au caractère insulaire des Britanniques. Ils ne se sont jamais vraiment intégrés. Ils se sont toujours tenus à distance du continent. Ils se sont toujours considérés comme un partenaire autonome. Cela s'explique par 50 années de correspondance de guerre à Bruxelles. Les médias canadiens et australiens qui contrôlent les médias britanniques ont toujours diabolisé l'ennemi européen, avec des répercussions inévitables sur l'opinion publique. Dans l'histoire de la Grande-Bretagne, les moments les plus glorieux, ou ceux qui apparaissent comme tels, se sont déroulés loin de l'Europe. Peu importe si ces jours ont été meilleurs ou non. S'ajoute à cela la façon qu'a l'Europe de se débattre avec la crise économique sans parvenir à la maîtriser. Et on comprend mieux pourquoi les Britanniques ne l'apprécient guère. Je pense que cela explique partiellement pourquoi la Grande-Bretagne s'est décidée à franchir le pas et à quitter l'Union européenne. Deuxième acte, la séparation. L'été 2013 marque le début de la fin. Outre-Manche, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un référendum. David Cameron est habile, il se sert de l'opinion publique britannique pour renégocier le statut de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. This government is taking the toughest line in these budget negotiations of any government since we joined the European Union. At best, we would like it cut, at worst, frozen, and I'm quite prepared to use the veto if we don't get a deal as good for Britain. Sa tactique est simple. Brandissant la menace de se détourner définitivement de l'Europe, il espère arracher quelques concessions à Bruxelles. On parle de chantage. I said before coming to Brussels that if I couldn't get adequate safeguards for Britain in a new European treaty, then I wouldn't agree to it. S'ensuivent les heures dramatiques dont tout le monde se souvient. Les chefs d'État de l'Union européenne lâchent David Cameron. La coupe est pleine. Brits divided and they are outside of decision making. Europe is united. David Cameron est allé trop loin. Maintenant, il doit tenir sa promesse. La question de l'Europe est bien présente lors des élections parlementaires britanniques de 2015. Pour être réélu, David Cameron s'érige en chantre des eurosceptiques.
We're saying to the Eurozone countries they do need to do more things together to strengthen their currency and make sense of their currency, but Britain is going to stay out of that. We want Europe to work for us as a single market, as a place where we trade, as a place where we cooperate. David Cameron n'est ni un Européen convaincu, ni un véritable eurosceptique. C'est un homme à l'idéologie vacillante. Il a grandi sous Margaret Thatcher. Il dit de lui-même et de la Grande-Bretagne, nous sommes forts, nous sommes indépendants, nous pouvons très bien y arriver sans ces casse-pieds d'Européens. Troisième et dernier acte, le divorce. Le 15 septembre 2015, les Britanniques se rendent aux urnes. Le résultat est sans appel. 58% des votants se prononcent pour la sortie de l'Union européenne. Et David Cameron? Il remporte les élections avec la majorité absolue, lui qui n'a jamais été fermement opposé à l'Union européenne. Mais son populisme a payé, en tout cas pour le moment. Le divorce est consommé. La Grande-Bretagne est ivre de patriotisme. Mais la route est encore longue pour que la rupture soit entérinée. Les Britanniques ont occulté un détail. Même dans les mariages de convenance, les ruptures peuvent être douloureuses et onéreuses. With Europe, not of it. Nous sommes avec l'Europe, sans en faire partie. C'est en ces termes que Winston Churchill définissait l'horizon géographique britannique en 1930. Même si les îles britanniques ne sont distantes du continent que de 32 km, elles paraissent à mains égards se trouver au milieu de l'Atlantique. Pour les Britanniques, l'Europe reste le continent, overseas. Et maintenant, la rupture, à la demande de la Grande-Bretagne. Que cela signifie-t-il pour ceux qui restent, pour l'Union européenne? Comment les 26 autres États vivent-ils la séparation? Sur le continent, les tensions politiques et sociales n'ont jamais été aussi fortes. L'Union européenne en 2016, un continent sur la corde raide. L'Union européenne de 2016 dresse son bilan. Le continent est fortement marqué par 8 années de crise et profondément divisé. Les seuls à tirer leur épingle du jeu sont les marchés financiers, plus florissants que jamais. De leur point de vue, la rigueur a porté ses fruits. Le plan de sauvetage de l'euro et l'argent de la Banque centrale européenne ont sauvé les États endettés. Ce sont les citoyens qui ont épongé la dette avec leurs impôts. Mais l'Europe est restée solidaire. La crise de l'Europe nous a prouvé que nos destins étaient intimement liés. Le problème d'un État devient très vite le problème des autres. Nous sommes tous dans la même galère. Cela ne fait aucun doute. Il aura fallu ramer fort pour faire avancer cette embarcation. Les réformes structurelles dans le sud de l'Europe commencent tout juste à porter leurs fruits. La Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont à nouveau compétitifs. L'euro en sort renforcé et est enfin stabilisé. La Grèce fait toujours partie de l'Union. Tout cela fait naître des espoirs. Je pense que la crise que nous avons connue en 2010 et dont nous subissons toujours les conséquences conduira en fin de compte à un renforcement de l'économie européenne. Parce que les problèmes fondamentaux qui ont surgi à différents niveaux ont tous été pris à bras-le-corps, de l'endettement public à la compétitivité des États, même si ça a été parfois difficile. Certains paient très cher le succès des autres. Un tiers de la population n'est pas concerné par la reprise économique. La situation est catastrophique. Ça ne pourrait pas être pire. Tous les gens que je connais sont sans emploi ou sur le point d'être licenciés. Perte des acquis sociaux, salaires dérisoires et manque de formation. Avec la politique de rigueur, l'Europe développe des comportements qu'on associe plus volontiers à l'Amérique du Sud ou à l'Asie. Nous sommes en passe d'abandonner notre modèle social européen. Jusqu'ici, chaque Européen rêvait d'un État-providence, à l'image de l'Allemagne. Maintenant, c'est l'Allemagne qui participe au démantèlement de cet État-providence, en Grèce, en Espagne et partout ailleurs où la crise sévit. Ils sont des millions à se sentir trahis et laissés de côté par l'Union européenne. Ils se révoltent, violemment. Dans les pays aux frontières de l'Union, on assiste à des scènes de guerre civile. En Hongrie et en Grèce, les régimes conservateurs de droite envoient l'armée contre leur propre peuple. Au nord, on fait semblant de ne rien voir. La solidarité européenne, elle est aux abonnés absents. L'écart entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi marqué, même si la conjoncture est meilleure. L'afflux d'immigrants qualifiés venus du Sud a mis un terme à la pénurie de main-d'œuvre. Mais tous les Européens du Sud ne sont pas les bienvenus.
L'Union européenne en 2016. L'Europe a regagné la confiance des marchés, mais les fossés politiques et sociaux, à l'intérieur même de l'Union, se sont creusés davantage. Plus que jamais, les gouvernements devraient s'inquiéter. Si la situation n'évolue pas, les Britanniques ne seront bientôt plus les seuls à tourner le dos à l'Europe. Le moment est mal choisi pour une séparation. La communauté des États européens va devoir trouver un nouvel équilibre politique sans la Grande-Bretagne. Comment combler le vide laissé par les Britanniques? Qui sur le continent saura en tirer avantage? Qui va y perdre? Essayons de voir ce qu'il en est. Depuis toujours, l'axe franco-allemand est le moteur de l'intégration européenne. L'alliance nouée par Konrad Adenauer et Charles de Gaulle perdure encore aujourd'hui. Débarrassés des mauvais garçons britanniques, le tandem pourrait encore gagner du poids. L'Allemagne et la France seraient-elles les véritables gagnantes de la rupture? Je crois que l'axe franco-allemand trouvait sa raison d'être dans son opposition à la Grande-Bretagne. La France et l'Allemagne ont souvent abordé les négociations politiques d'une seule voix pour contrebalancer la position britannique immanquablement différente. Cela signifie-t-il que pour bien fonctionner, l'axe franco-allemand doit secrètement faire ménage à trois? Avec 3 pieds, une table est stable. Avec 2 pieds, elle s'écroule. Dans ce jeu, tous les coups sont indirects. Les Français et les Anglais se partagent la politique de sécurité, la politique nucléaire, la Libye, etc. Les Allemands et les Britanniques se disputent le leadership sur la politique économique, le libéralisme et la concurrence face au dirigisme français. À ce jeu, Français et Allemands ont besoin des Britanniques. Si ces derniers disparaissent, le duo de tête perd de sa stabilité. Le retrait britannique ne ferait donc que des perdants sur le continent? Pas exactement. Selon les experts, l'absence britannique à l'ouest ferait inévitablement pencher le pouvoir politique vers l'est. Quoi qu'il advienne, les États de l'Europe de l'Est vont être amenés à jouer un plus grand rôle à l'avenir. Le retrait de la Grande-Bretagne peut accélérer ce processus. L'Europe de l'Est devra prendre plus de responsabilités, mais elle aura aussi la possibilité de combler le vide ainsi créé. L'avenir de l'Europe se trouve donc à l'est, et plus particulièrement en Pologne. En Pologne, la patrie de la main-d'œuvre bon marché, l'arrière-cour de l'Europe, l'air de rien, la Pologne est devenue une véritable force politique. Avec 40 millions d'habitants et un taux de croissance de rêve, les Polonais sont prêts à combler le vide politique dans l'Union européenne. Je crois effectivement que la Pologne a tout à y gagner, grâce à sa situation continentale et sa politique résolument pro-européenne. On a pu constater que ces dernières années, les Polonais avaient pris de la distance par rapport au discours transatlantique, pour mieux se consacrer à l'Europe. Leur motivation est simple, ils veulent d'un leadership européen. Pourquoi?